Encore en train de perdre ton temps. S'il avait raison. Je comprends pas. Si le jeu c'est une perte de temps, pourquoi est-ce qu'on joue? Des rocheuses aux cimes de l'Himalaya, de la Dame de Fer au Christ Rédempteur, ceux qui nous succéderont s'abandonnent pour l'instant à l'innocence du jeu. Pour comprendre l'origine de ce comportement, il faut tourner le regard vers ceux qui, comme nous, allaitent leur progéniture, les mammifères. Les bébés commencent à jouer entre 2 à 4 semaines après leur naissance. Le jeu apparaît alors de manière spontanée. Cette caractéristique innée se retrouve chez tous les mammifères, ainsi que chez nous, l'humain. En fait, si un petit y joue, c'est parce que c'est le meilleur moyen pour lui de se développer. Il existe 5 types de jeux qu'on partage avec certaines espèces ou non et qui ont chacun une utilité différente pour le développement de l'enfant. Le premier à apparaître, c'est le jeu physique. C'est par ce type de jeu que tu aurais appris la motricité en faisant du vélo, en courant, en jouant à la bagarre. On peut donc dire que bully ton frère ou ta sœur était une sorte de jeu. C'est aussi par le jeu physique que la motricité fine est apprise avec le coloriage. Ça explique notamment pourquoi les dessins des enfants s'améliorent avec l'âge et plus ils dessinent. Le deuxième type est le jeu avec des objets. Il n'est que très rarement pratiqué seul, mais il permet à l'enfant d'explorer son environnement. À vrai dire, même si les études disent très rarement, je vois pas dans quel monde tu joues avec un objet sans utiliser le jeu physique. Genre, le gosse c'est un Jedi. Notre troisième type, le jeu symbolique est l'un des plus importants car il permet à l'enfant de comprendre et de maîtriser nos systèmes symboliques. L'enfant attribue à un objet ou à une situation une signification autre que celle de la réalité. Le quatrième type, le jeu sociodramatique, est celui qu'on trouve le plus sur Terre, simplement car il consiste à jouer le rôle de personnage autre que soi dans des histoires imaginaires. En gros, c'est celui que j'utilise depuis le début de la vidéo. 30, j'arrive! Le dernier type de jeu aide l'enfant à comprendre le monde. Le jeu avec des règles force l'enfant à apprendre à respecter les règles, ce qui lui permettra de respecter les normes sociales et les lois de la société dans laquelle il évolue. Ok, mais si je peux pas jouer, il se passe quoi? Bah frérot, si t'es un homme qui a pas pu suffisamment jouer durant ton enfance, bah t'auras juste plus de risques d'avoir des comportements criminels violents que le reste de la population. Si durant ton enfance ta famille te maltraite ou t'a maltraité, tu seras en général moins prompt à initier le jeu et donc socialement moins adapté. Ce qui veut potentiellement dire que les gens qu'on a trouvés chelous dans nos relations sociales, bah c'était peut-être des enfants battus. Voilà. Un peu le sentiment d'être une mauvaise personne de les avoir jugés. Et puis il y a l'exemple du communisme avec les orphelinats roumains. Avant qu'on aille plus loin, je te conseille d'avancer de 55 secondes si t'es sensible. Bon, maintenant que c'est dit, on peut se pencher sur le cas roumain et on risque d'en faire une vidéo entière tellement il y a à dire sur le sujet. Mais restons sur la thématique du jeu. À la chute de l'URSS, on a trouvé des déficits cognitifs et émotionnels sévères chez les enfants défavorisés, notamment avec des régions du cerveau sous-développées, potentiellement dues à l'impossibilité de jouer, mais plus généralement à une déprivation totale. Dans ce cas, c'est assez difficile, voire impossible, de définir l'impact précis de chacun des types de déprivation. Un autre exemple consiste à remplacer les jeux de l'enfant par des jeux de guerre comme ce fut le cas en Allemagne nazie. Le jeu le plus fréquent était la conquête de territoire afin de familiariser les enfants à la stratégie, à la tactique et à toute autre compétence importante pour la vie militaire. Et comme l'a dit Chaplin durant son congrès en 1937, à la place de jeunes gens qui étaient auparavant élevés pour s'amuser, entre maintenant dans l'âge adulte une génération élevée pour la privation, l'abnégation et par-dessus tout, le développement d'un corps sain et résistant. En gros, t'enlèves tout ce qui fait que l'enfant va se développer comme une personne normale pour en faire une machine à tuer. Pour finir avec un peu d'espoir, on va en Inde où un groupe de scientifiques ont introduit un régime de jeu dans des orphelinats et ils ont remarqué une amélioration significative des capacités motrices, cognitives et sociales chez les enfants. Ces résultats, on les retrouve aussi chez les orphelins roumains après qu'ils aient été adoptés et encouragés au jeu. Frérot, il y a quelqu'un, faut que je te laisse. Ok, les enfants doivent jouer car c'est important pour leur développement. Mais du coup, est-ce que mon père il a vraiment raison de me répéter encore et encore que je perds mon temps à jouer? D'après Robert Tamayon, le jeu permet à l'adulte de maintenir une acuité mentale, d'améliorer sa mémoire et sa réflexion stratégique. Et ce, qu'importe le jeu. Jouer offre aussi une échappatoire au stress quotidien, devrait améliorer le bien-être émotionnel et réduire l'anxiété. Bon, peut-être pas celui-ci de jeu. Frérot, il y a un truc qui me dérange jusqu'à présent dans l'explication. Comment ça? Ouais, expliquer pourquoi on joue uniquement par les conséquences, pour moi ça suffit pas. Genre on connaît les conséquences de fumer, de mentir, de pas manger équilibré, de pas faire de sport, etc. Et pourtant, on n'adapte pas forcément nos comportements en fonction de ça. Donc il y a forcément autre chose qui rentre en compte.
Certains scientifiques parlent d'un type de personnalité appelé playfulness qui définirait l'individu comme plus enclin au jeu. Les avantages de ce type de personnalité seraient une plus grande adaptabilité, une ouverture à des idées nouvelles, à l'apprentissage, à grandir et surtout la capacité à voir les situations comme des défis plutôt que des dangers. Parfait, on a notre réponse. Du coup, moi, je peux retourner jouer. En fait, pas vraiment. On a un problème avec cette playfulness. Le problème, c'est qu'actuellement, on n'a aucun outil permettant de la discriminer qui fait consensus. Autrement dit, on peut pas la tester, donc on sait même pas si elle existe. Donc, retour à la case départ. On connaît les conséquences du jeu, mais les causes, on n'en a toujours aucune idée. Et dans les papiers scientifiques, il n'y a absolument rien là-dessus. On n'a qu'à la faire nous-mêmes, cette étude. En gros, on pose 5 questions ouvertes auxquelles les gens peuvent répondre librement. Nos 5 questions vont traiter les différentes situations de la vie, comme qu'est-ce qui te donne envie de jouer lorsque tu es en soirée avec tes amis, qu'est-ce qui te donne envie de jouer lorsque tu es à la plage, ou encore qu'est-ce qui te donne envie de jouer lorsque tu es en vacances. Ça va nous permettre de savoir si la situation a un impact sur les causes du jeu. Maintenant, j'envoie le lien du Google Doc à tous mes contacts, et on attend leur réponse. Et là, c'est vraiment le pire moment. C'est un peu comme attendre ton date qui t'a mis un lapin. C'est long. Tu te demandes si t'as bien fait les choses, si c'était une bonne idée à la seule différence qu'à la fin, j'ai eu des réponses cette fois. Lors d'une soirée entre amis, c'est principalement le désir de sociabiliser qui nous pousse à jouer. On cherche ainsi à créer une discussion, un lien, ou à le faciliter avec les gens qui sont présents. Ce qui fait clairement sens puisque nous sommes des êtres sociaux et avons besoin de ces relations pour notre bien-être. Mais pas que, on voit aussi que l'envie de se divertir et l'ambiance qui règne dans la soirée jouent tous deux un rôle important quant à notre envie de jouer. C'est clair que si t'es en boîte, c'est moyen de proposer une partie d'échecs à ton pote. Et dans un cas comme celui-ci, c'est l'envie de te dépenser qui te pousse à jouer. Le jeu devient alors une alternative à la discussion. L'ambiance unique de la plage et les possibilités qu'offre l'environnement sont deux facteurs importants qui te donnent aussi envie de jouer. Par contre, durant notre temps libre, on joue principalement pour 3 raisons. Se changer les idées, se divertir et se relaxer. Après tout, quoi de mieux qu'une petite partie après une journée interminable? Lorsqu'on est en vacances, on assiste à un mix des 3 situations précédentes, mais ici aussi, c'est majoritairement la fuite de l'ennui et l'envie de se divertir qui reviennent. Pour la dernière question, j'ai regardé ce qui fait qu'on joue sans s'imaginer une situation en particulier. Et sans surprise, la raison principale, c'est l'envie de se divertir. Et par conséquent, d'éviter à tout prix l'ennui. Après, il y a d'autres éléments comme gérer son stress, les conditions écologiques et le dernier qu'on n'avait pas vu jusqu'à présent, la compétitivité. Ça peut paraître bête, mais la compétition est un élément important dans l'envie de jouer. En fait, contrairement aux autres causes, avec la compétitivité, on va chercher à obtenir un sentiment de fierté. Et ce que j'ai pas dit avant, c'est que le jeu touche à l'émotionnel et à l'estime de soi, ce qui pour nous, les sociétés occidentales, est primordial. En effet, gagner va nous conforter dans notre estime de nous, alors que perdre va nous pousser à recommencer encore et encore jusqu'à gagner, afin d'éliminer cette dissonance. Et si cette dissonance existe, c'est simplement parce qu'en Occident, on a une estime de soi vraiment élevée. Autrement dit, on a l'impression d'être meilleur que la moyenne. Et donc si on échoue à une tâche, ça va créer une contradiction entre notre vision du monde et la réalité, ce qui n'est pas tolérable pour notre cerveau. Du coup, lors de l'échec, il y a 2 choix qui s'offrent à toi. Soit tu trouves une explication qui va te permettre de rationaliser ton échec, soit tu t'obstines jusqu'à y arriver. Personnellement, la première possibilité n'en est pas une. Et toi? Et dans tout ça, quid des émotions? En fait, elles sont vraisemblablement les moteurs sous-jacents qui nous poussent à jouer, puisqu'on sait que ce sont elles qui modulent nos comportements. Finalement, on peut dire que les raisons pour lesquelles on joue vont varier suivant la situation dans laquelle on se trouve et sont majoritairement motivées par nos besoins sociaux, physiologiques et psychologiques. Les jeux sont donc une solution polyvalente qui permettent dans pratiquement toutes les situations de se divertir, de s'intégrer socialement, de se dépenser et de se relaxer. Et voilà, on est arrivé à la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésite pas à liker, partager, commenter. Nous, on se retrouve à la prochaine vidéo et sur les réseaux. Sur ce, des bisous. Ciao, ciao.